Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée au durcissement du discours auquel on peut insister en Russie concernant la Pologne. On peut se poser la question d'une éventuelle escalade à la frontière polono-biélorusse. Nous voyons de plus en plus d'hommes du groupe Wagner s'y mobiliser. Pas mal d'informations qui sont recoupées et confirmées parlent de convois de munitions qui seraient envoyés en direction de la frontière polono-biélorusse, justement du côté biélorusse. Donc on peut se poser la question d'une escalade éventuelle, donc d'une guerre hybride en Pologne. Maintenant, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que Vladimir Poutine déteste tellement les Polonais et pourquoi dans sa stratégie, la Pologne est un souci autant important que le dit le Kremlin. Finalement, on peut aussi s'interroger sur un malentendu qui persiste en France, qui concerne ce que veut réellement Vladimir Poutine. Mais commençons par le commencement. Depuis quelques jours, nous assistons à un réel durcissement du discours anti-polonais en Russie. Alors, nous avons Vladimir Poutine qui, dans une de ses interventions publiques, a estimé que les territoires ouest de la Pologne sont un cadeau que Staline aurait fait aux Polonais au détriment des Allemands. L'allié principal de Vladimir Poutine dans la région, Alexander Loukachenko, a estimé que les Polonais ont des prétentions sur les territoires ouest de l'Ukraine. Donc difficile de ne pas faire le parallèle avec ce que disait Vladimir Poutine avant l'agression de l'Ukraine, donc avant le 24 février 2022, où le président russe disait que l'Ukraine n'existait pas en tant qu'État, que c'était un État artificiel qui avait été créé par Lénine. Donc ça pousse à la guerre des nerfs, ça pousse à faire monter la pression, puisque les parallèles sont faits entre ces deux discours, et on peut se demander si effectivement cette escalade verbale pour l'instant ne sera pas le début d'une escalade réelle, donc un élargissement du conflit en Ukraine à la Pologne dans le cadre d'une guerre hybride, avec l'intervention des hommes du groupe Wagner et autres Spetsnaz qui se battraient en Pologne sans uniforme. Il convient aussi de remarquer une discussion entre Vladimir Poutine et Alexander Loukachenko, une discussion où la Pologne en est éventuellement aussi devenue l'objet. Alors le président biélorusse disait que les hommes du groupe Wagner avaient l'intention d'aller faire un petit tour, pour le citer, en Pologne, à Varsovie ou dans la ville de Rzeszów, donc où est concentrée la principale base logistique du soutien à l'Ukraine, du soutien logistique. Mais Alexander Loukachenko disait faire de son mieux pour contenir les hommes du groupe Wagner et disait faire de son mieux pour éviter ce genre d'escapade à laquelle le groupe Wagner voulait se livrer en Pologne. Donc on voit clairement une forme d'escalade verbale, on voit des menaces à peine voilées vis-à-vis de la Pologne, donc du côté biélorusse, du côté russe. On voit également donc l'organisation d'une certaine force paramilitaire du côté biélorusse. Quel pourrait être le scénario envisagé? Eh bien, les scénarios sont multiples. Finalement, ils sont infinis, puisqu'on pourrait envisager des attaques terroristes menées par le groupe Wagner en Pologne, des attaques criminelles sur les zones frontalières polonaises, des incitations à l'immigration, par exemple donc l'aide aux migrants qui sont, pourrait-on dire, invités par la Biélorussie sur le territoire biélorusse pour être envoyés ensuite en Europe. Donc une accentuation de la crise migratoire, puisqu'on sait que la Biélorussie, depuis 2 ans, a monté tout un mécanisme, toute une machine finalement à inviter, à faire venir des migrants en Biélorussie, et ensuite se sert de ces migrants comme armes, peut-on dire, pour faire pression sur la frontière polonaise. Donc est-ce que les hommes du groupe Wagner ne sont pas là non aussi pour accentuer cette crise, et inciter justement à ce que cette crise s'aggrave, cette crise migratoire? On sait que l'Allemagne aussi prévoit incessamment sous peu de rétablir ses contrôles aux frontières polono-allemandes et allemandes avec la République tchèque. Donc ces deux frontières estimées par les Allemands comme étant des points sensibles, dans la mesure où on voit le nombre des migrants illégaux passant par la Pologne se retrouvant en Allemagne doublé.
Donc rien que jusqu'en juillet 2023, il y a eu 2 fois plus de migrants illégaux passés par la Pologne en Allemagne qu'en 2022. Donc on voit clairement que la frontière orientale polonaise n'est pas étanche et que la frontière polono-biélorusse constitue un véritable défi tant pour les Polonais que pour les forces de l'OTAN ou l'Union européenne. Alors, la Pologne elle-même voit ces dangers, donc il y a donc des troupes qui sont envoyées pour renforcer les gardes-frontières et des éventuels et parer à des éventuelles manœuvres agressives du côté de la Biélorussie. Le problème, c'est qu'en fait, il est compliqué d'anticiper le genre de menace auquel on a affaire. Est-ce que ça pourrait être des attentats, puisque si des hommes du groupe Wagner intervenaient en Pologne et commençaient à se livrer à des actions de guerre hybride comme ils l'ont fait dans le Donbass en 2014, donc finalement, on peut tout envisager, tout est possible, tout est envisageable. Donc il est compliqué aujourd'hui de mettre en place un bouclier étanche à 100% pour parer à toutes les menaces possibles et envisageables tant il y a de menaces possibles. Que peut-il arriver? On peut penser qu'une escalade est probable, voire inévitable, puisqu'il est difficilement envisageable que le groupe Wagner était envoyé en Biélorussie pour faire de la formation de soldats biélorusses. On n'en voit pas des experts de la guerre hybride, des commandos, des forces spéciales. C'est ce que sont les hommes du groupe Wagner, hein. Ce sont des commandos du Spetsnaz dirigés par le GRU. On n'en voit pas ce genre de spécialistes pour former l'armée régulière. Ça paraît improbable. Donc si le groupe Wagner se trouve en Biélorussie, c'est qu'il y a un projet derrière. Maintenant, quel est ce projet? On ne le sait pas. Pour l'instant, on assiste à une guerre des nerfs. Les Polonais mettent en place donc les solutions du bord, les solutions qu'ils peuvent trouver. Ça on ne le sait pas, mais quels peuvent être aussi les soutiens des pays de l'OTAN s'il y avait effectivement des actions agressives du côté de la Biélorussie ou du groupe Wagner vis-à-vis de la Pologne. On ne le sait pas, mais le fait est que ce serait compliqué puisque l'article 5 du pacte du traité de l'Atlantique Nord prévoit une entraide mutuelle, mais dans le cadre de l'agression d'un État tiers. Alors si on a affaire à une agression qui n'est pas une agression d'un État tiers, mais une agression d'un groupe sans uniforme, ça peut être compliqué d'activer cet article, sachant que dans le cadre de l'OTAN, il n'y a pas de cohésion pour ce qui est de l'approche de la guerre en Ukraine et de la Russie. On peut difficilement espérer le soutien de la Turquie dans une plus large confrontation avec la Russie. Maintenant, on peut aussi se demander comment interpréter le coup d'État au Niger, puisque difficile de ne pas remarquer que ce coup d'État a eu lieu exactement au moment où se déroulait à Saint-Pétersbourg le sommet Afrique-Russie. Donc on peut difficilement envisager, difficilement penser que les Russes n'y étaient pour rien dans ce coup d'État. Donc certains experts pensent, j'y souscris, que ce coup d'État est peut-être une façon de détourner l'attention de l'OTAN et de l'Occident de ce qui se passe à l'Est. Justement, donc d'un côté, le coup d'État au Niger, effectivement, c'est un souci pour la France, on le sait. Le Niger est un pays crucial pour la politique française en Afrique du Nord. Donc sans Niger, difficile de continuer la lutte anti-djihadiste. La base de Niamey est cruciale aujourd'hui pour la politique française en Afrique. Et les 1500 hommes qui s'y trouvent aussi. Donc le Niger est une ouverture vers la Libye et c'est un point d'observation pour ce qui se passe dans la région. Enfin, la France importe de l'uranium du Niger, donc ça reste aussi un partenaire essentiel d'un point de vue énergétique. Donc il est impensable que la France détourne son attention de ce qui se passe au Niger. D'un autre côté, déclencher ce genre de coup d'État dans une situation où l'on veut prévoir une escalade à l'Est, ça paraît assez probable. Donc est-ce que le coup d'État au Niger n'est pas le prémisse d'un lancement de guerre hybride en Pologne par le groupe Wagner? Ça, on ne le sait pas, mais c'est une possibilité à ne pas prendre à la légère. Mais aussi, une question qu'il convient d'éclaircir, qui apparaît souvent, à laquelle moi j'ai souvent affaire, c'est pourquoi est-ce que Vladimir Poutine déteste tant la Pologne? Alors effectivement, on voit que depuis que Vladimir Poutine a pris le pouvoir en Russie, les relations polono-russes ne vont pas bien. Il y a eu des tentatives de réconciliation dans les années 90, des tentatives assez réussies d'ailleurs, où Boris Yeltsin avait partiellement reconnu la responsabilité de Moscou, du Kremlin, dans l'assassinat des officiers polonais à Katyn en 1940, donc les officiers qui ont été internés par l'Union soviétique après l'agression de la Pologne par l'Union soviétique le 17 septembre 1939. Ces soldats ont été exécutés, assassinés par la NKVD.
Et donc Boris Yeltsin a reconnu et a transmis les documents appartenant à la NKVD prouvant la responsabilité de la NKVD et du Kremlin dans ces assassinats. Donc effectivement, dans les années 90, il y a eu un regain de réconciliation. Il y a eu aussi des rapports économiques qui se sont créés. Le fait est que, à l'arrivée de Vladimir Poutine, les relations polono-russes se sont clairement détériorées. Et c'est pas faux d'avoir essayé du côté polonais d'arriver à des relations au moins pacifiques avec la Russie, mais ça n'a pas été possible parce que la Russie n'était pas intéressée, puisque la Russie voit la Pologne comme une menace. Pourquoi? Alors, il convient de rappeler qu'en octobre 2005, Vladimir Poutine a remplacé en Russie donc la fête de la révolution bolchevique, donc le 24 octobre, donc qui était une fête nationale, par la fête de la libération de la Russie, donc de Moscou, de l'occupant polonais. Donc effectivement, en 1612, donc les Polonais ont été chassés de Moscou par les Russes. Et donc le 7 novembre, puisque dans notre calendrier grégorien c'est le 7 novembre, mais pour les Russes c'est le 24 novembre, le 24 octobre en fait est redevenu une fête nationale, mais pas soviétique, mais pleinement russe. Et donc le 24 octobre du calendrier russe, c'est maintenant la fête nationale russe qui commémore donc la libération de Moscou des forces polonaises. Alors, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine déteste tant la Pologne? Puisque dans son discours, en fait, la Pologne représente l'Occident. Donc, représente le fer de lance de l'Occident d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue militaire. Puisque, effectivement, en 1612, donc les Polonais étaient le bras armé du Vatican, du pape, donc chargé d'occuper la Russie et de catholiciser la Russie, si on peut dire ainsi. Donc, ils ont été chassés par les Russes orthodoxes et donc c'est considéré par Vladimir Poutine comme la victoire du panslavisme oriental est-européen sur l'occupant occidental. Donc, la Pologne représente pour Vladimir Poutine culturellement, politiquement, une menace d'invasion de l'Occident, de la Russie. Mais on ne parle pas que d'invasion militaire, puisqu'on a à tort accordé trop d'attention à cette invasion militaire dont Vladimir Poutine parle. Mais les Russes redoutent bien plus une expansion occidentale culturelle et politique que militaire. Et c'est pour ça que la Pologne, de leur point de vue, est dangereuse, parce que la Pologne a démontré dans les années 80 qu'il était possible, d'une part, de prétendre à quitter la sphère d'influence soviétique, mais d'autre part aussi, elle a démontré que c'était possible. Donc, de ce point de vue, donc pour la Russie, la Pologne est dangereuse, puisque c'est un exemple qui montre qu'on peut quitter la sphère d'influence de Moscou. Mais d'un autre côté, les Polonais sont considérés par les Russes comme étant le vecteur de l'expansionnisme occidental. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans une discussion entre le Premier ministre Leszek Miller et Vladimir Poutine, rapportée par Leszek Miller, Vladimir Poutine aurait dit au Premier ministre polonais qu'il n'avait rien contre le fait que la Pologne adhère à l'Union européenne. C'était pas un souci pour les Russes. Parce que les Russes perçoivent l'Union européenne comme une organisation économique, un comité économique en fait de collaboration, mais économique et pas expansionniste, et c'est une organisation plus économique que politique. C'est comme ça que voit l'Union européenne, Moscou et le Kremlin. Mais Vladimir Poutine a dit aussi au Premier ministre polonais que autant les Russes n'ont rien contre le fait que la Pologne intègre l'Union européenne, autant ils ne pardonneront jamais à la Pologne d'avoir intégré l'OTAN. Pourquoi? Parce que du point de vue de la Russie, que la Pologne ait intégré l'OTAN, c'est un acte expansionniste de l'Occident vers l'Est, et de leur point de vue, ça représente simplement une menace. Et Vladimir Poutine voit en l'élargissement de l'OTAN une menace directe sur les intérêts russes. Pourquoi? Parce que si l'OTAN s'élargit à l'Est, donc vers la Russie, c'est un élargissement qui n'est pas que militaire, il est aussi politique, il est culturel. Donc, ça permet d'attirer dans sa sphère d'influence d'autres pays, comme par exemple l'Ukraine. Et on peut aussi imaginer que c'est pour ça que les Russes ont réagi par la force concernant l'Ukraine, parce que dans la mesure où la Pologne a montré qu'il était possible de prétendre à quitter
la zone d'influence de Moscou et que c'était possible, Moscou, justement, Vladimir Poutine voulait montrer que non, c'était pas possible. Et on peut estimer que c'était l'une des raisons qui ont poussé les Russes à utiliser la force en montrant que non, il n'y avait pas d'illusion à se faire, même si par le passé, il avait été fait preuve de faiblesse et que la Pologne et l'Europe centrale aient quitté la sphère d'influence de Moscou, cette période était bel et bien révolue et que c'était pas possible. Donc, cette réaction vis-à-vis de l'Ukraine, très agressive, et cette agression russe contre l'Ukraine pour démontrer que personne ne quittera la sphère d'influence de Moscou. Mais la Pologne, en tant que vecteur d'un point de vue russe du modèle occidental, en tant que vecteur d'un modèle, en tant qu'exemple finalement du fait qu'on peut quitter la sphère d'influence russe, représente pour les Russes, d'un point de vue de Vladimir Poutine, une menace, parce que c'est une menace pour la culture russe, une menace pour le modèle politique russe, c'est une incitation pour d'autres pays à vouloir quitter ce modèle russe, et surtout, Pologne en tant que vecteur culturel, donc de la religion catholique, vecteur culturel politique de l'Occident, représente une menace pour le modèle orthodoxe et politique russe. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine déteste autant la Pologne, et que la Pologne constitue une menace de son point de vue pour la Russie. Il faut aussi rappeler que la Pologne était un empire, donc jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, un empire qui s'est aussi construit au détriment de la Russie. Donc Vladimir Poutine utilise ces arguments historiques en disant voilà, jusqu'au XVIIe siècle, nous étions sous occupation de l'Occident, après nous nous sommes libérés, et dans la mesure où la Pologne est le fer de lance de l'Occident, c'est un vecteur du modèle occidental, elle représente un danger pour nous. D'où cette haine de la Pologne de la part de Vladimir Poutine. Maintenant, il faut aussi voir un autre malentendu qui persiste, puisque moi, je vois souvent dans la presse française, les experts disent que Vladimir Poutine cherche à rétablir l'URSS. Alors, c'est faux, c'est pas vrai. Vladimir Poutine ne cherche absolument pas à rétablir l'URSS. En fait, il cherche à construire une Russie basée sur le modèle des tsars, mais qui a la sphère d'influence de l'URSS. Mais Vladimir Poutine ne cherche pas à rétablir l'URSS économiquement ou politiquement. Il faut bien voir que Vladimir Poutine, c'est un homme qui a vécu la chute de l'URSS, et on peut penser qu'il en a tiré les conclusions. Et la conclusion, c'est que l'URSS a chuté pour des raisons essentiellement économiques. C'est que l'URSS a fait faillite. La course aux armements a fait que le modèle économique de l'URSS n'a pas tenu. Alors, dans le cadre de la perestroïka et de la glasnost, alors il faut bien voir que ces deux politiques n'ont pas été créées par Mikhail Gorbatchev, c'est faux. Ces deux politiques ont été créées par le KGB. En fait, l'idée avait été de s'ouvrir un peu à l'Occident économiquement pour sauver l'économie soviétique. Le fait est que l'application de cette politique a fait que l'ouverture à l'Ouest a eu pour effet que inévitablement, il y a eu une ouverture aussi politique et finalement le système s'est écroulé. Mais dans l'idée du KGB, la perestroïka avait pour but de faire entrer les capitaux occidentaux dans l'URSS, dans l'économie URSS, pour sauver cette économie. Ça n'a pas marché. Et Vladimir Poutine est bien conscient du fait qu'une économie, un modèle économique soviétique n'est pas tenable, que ça ne marchera pas. Donc il ne tient absolument pas à rétablir une URSS économiquement. Ça, c'est pas pensable. Ensuite, il faut aussi bien voir les valeurs sur lesquelles Vladimir Poutine construit son modèle russe. C'est un modèle qui est construit sur les valeurs religieuses, une identité clairement religieuse. Donc c'est un retour au tsarisme, donc la légitimation du pouvoir politique par le pouvoir religieux, chose qui n'existait pas en URSS. Rappelons-le, l'URSS combattait tout pouvoir et tout effet religieux. Donc là, on a absolument un effet tout à fait différent. Le Vladimir Poutine se bat sur la religion, fait même alliance avec le patriarcat orthodoxe pour justement légitimer son pouvoir qui émanerait quelque part comme le pouvoir des tsars, de Dieu. Donc c'est un modèle qui est basé clairement sur ce qu'était le modèle tsariste, mais le modèle tsariste plutôt de Ivan le Terrible. D'ailleurs aussi, Ivan le Terrible a fait l'objet de débats en Russie. Donc un débat entre Vladimir Poutine et des intellectuels. Vladimir Poutine disait que bon, Ivan le Terrible a fait certes des choses terribles, mais c'était nécessaire parce que quand on est dirigeant, quand on est à la tête d'un État, mais il faut ça. Alors que d'autres intellectuels disaient non, c'est faux, c'est qu'Ivan le Terrible a fait des choses terribles parce que c'était un homme terrible et que c'était un criminel et il y avait aucune nécessité de faire ce qu'il a fait. Donc on a même un film de Pavel Longin justement qui s'appelle Tsar, donc qui parle d'Ivan le Terrible, mais
Mais Vladimir Poutine, en fait, il combine plusieurs modèles. Alors, il y a d'une part Staline, donc c'est la puissance de l'URSS. D'autre part, Ivan le Terrible, donc c'est celui qui tenait le pouvoir d'une main de fer. Mais il y a aussi Pierre le Grand. Ce qu'il y a aussi, c'est Vladimir Poutine se rend bien compte que la Russie a besoin d'être modernisée. Alors, il y a une tentative de modernisation, certes de la Russie, mais qui n'a pas forcément abouti ou qui n'a pas autant abouti que l'aurait espéré. Le Kremlin de par de toutes sortes de mécanismes frauduleux et mafieux et des phénomènes de corruption. Mais le fait est que Vladimir Poutine aussi fait un peu appel dans son discours à Pierre le Grand, donc cette modernisation, cette modernité. Mais il faut bien voir que Vladimir Poutine aussi construit son modèle en tant que modèle culturel qui doit concurrencer le modèle occidental. Un peu comme on l'avait fait les Russes à l'époque des tsars. Pourquoi? Parce que dans le discours traditionnel des Russes, l'Occident, c'est la décadence. L'Occident, c'est un empire, une sphère politique où les choses se dégradent, donc ça se désintègre. Donc aujourd'hui, les Russes vont critiquer toutes les politiques qui sont appliquées, donc les politiques vis-à-vis du mariage pour tous, par exemple, ou les politiques appelées progressistes par les électeurs et les politiciens de gauche. Donc la Russie, comme à l'époque tsariste, la Russie de Vladimir Poutine parle aussi aujourd'hui d'un Occident décadent. Et la Russie veut créer en fait un modèle concurrentiel vis-à-vis de ce modèle. Donc on a d'un côté, dans le discours russe, l'Occident qui se dégrade, qui se désintègre, qui faiblit. Et d'un autre côté, nous avons cette Russie traditionnelle, cette Russie vecteur de valeurs, cette Russie chrétienne, cette Russie conservatrice, qui peut-être n'est pas aussi avancée technologiquement que l'Occident, mais elle offre une sécurité, un bien vivre et surtout des valeurs traditionnelles qui tendent à disparaître en Occident. Et c'est quelque part c'est une offre que fait Vladimir Poutine à tous ceux qui voudraient quitter l'Occident et partir en Russie. Donc c'est pour ça qu'aussi la Pologne est dangereuse pour la Russie, parce que la Pologne est vectrice du modèle occidental. Donc dans le discours de Vladimir Poutine, c'est un modèle décadent que la Russie combat. Donc il faut bien voir que cette offre du modèle traditionnel, c'est une offre à part entière pour les investisseurs, pour tous ceux qui voudraient venir vivre en Russie, dans un pays plus conservateur, plus traditionnel, sans politique de gauche, dans un pays qui marche et qui fonctionne selon des valeurs plus conservatrices. Donc si la Russie de Vladimir Poutine, c'est un pays qui, dans son effet, doit récupérer les sphères d'influence soviétiques, ce n'est pas le rétablissement de l'Union soviétique, absolument pas. La Russie de Poutine, c'est une Russie qui tend à se bâtir justement sur le pouvoir religieux, donc l'émanation du pouvoir politique de part du pouvoir religieux, donc une alliance du pouvoir religieux avec le pouvoir politique. Les valeurs traditionnelles de l'époque tsariste, en fait, une Russie tsariste telle qu'on l'a connue à l'époque d'Ivan le Terrible. Donc, il est très important de voir que Poutine ne cherche pas à rétablir le modèle soviétique, absolument pas. Tout ce qu'il veut, c'est récupérer la zone d'influence qu'avait l'Union soviétique, mais ne pas rétablir le modèle en tant que tel. Maintenant, il faut aussi voir que autant nous, on parle d'un impérialisme russe, autant les Russes parlent d'un colonialisme occidental. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, avec le coup d'État au Niger, les Russes disent oui, mais nous ne sommes pas un pays colonial. Aujourd'hui, nous sommes un modèle attractif pour les Africains puisque nous n'avons pas une mentalité de colonialisme. Mais le fait est que c'est faux puisque les Russes ont également un passé très colonialiste. Alors, ils ont quand même colonisé toute l'Europe de l'Est, donc toute l'histoire des tsars après le XVIIIe siècle, c'est bel et bien une période de colonisation. Que ce soit à l'Est, à l'Ouest, finalement les Russes ont colonisé, ont annexé tout ce qu'ils pouvaient annexer de part et d'autre de toutes leurs frontières. Donc la Russie est aussi un pays colonialiste, un pays d'occupants, et finalement l'Union soviétique était un pays d'occupants jusqu'en 1990, puisqu'il faut bien voir que la Pologne, par exemple, la Pologne a perdu la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'occupant allemand a été remplacé par l'occupant soviétique. Donc l'occupant soviétique n'a pas libéré la Pologne, il a chassé l'occupant allemand et chassé son modèle politique pour instaurer l'occupation soviétique et le modèle soviétique en Pologne. Donc Moscou était bel et bien un occupant en Europe centrale. Donc le discours de Vladimir Poutine
le fait de dire que la Russie n'a jamais été une puissance coloniale est complètement faux. Mais effectivement, pour l'Europe de l'Est, c'est la Russie qui était une puissance coloniale. Les gens s'en rappellent très bien et c'est pour ça qu'ils refusent cet expansionnisme russe. Et pour les Africains, c'est l'Occident qui a été une puissance coloniale. Donc finalement, le discours russe est tout simplement adapté à ses auditeurs. Mais il faut bien voir que aujourd'hui, les Russes, parce on parle tellement justement d'expansionnisme et d'échecs et de réussite d'un camp comme de l'autre, ne voient pas la guerre en Ukraine comme un échec, loin de là. Puisque, effectivement, donc la Russie n'est pas arrivée à atteindre ses objectifs, donc elle n'est pas arrivée à faire tomber le pouvoir de Kiev, le pouvoir donc, du président Zelensky. Mais d'un autre côté, d'un point de vue politique, elle a réussi pas mal de choses. Elle a réussi d'une part à fédérer autour d'elle les États du Sud. Elle est dans une grande marche d'expansion en Afrique. Mais ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que la Russie est arrivée à trouver des alliés en Amérique du Sud. Aujourd'hui, le Brésil, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Argentine, le Venezuela, c'est déjà pas mal de temps, mais quand même, les liens se renforcent. On peut se demander quels seront les liens entre la Russie et la Colombie. Donc finalement, autant l'Occident s'est mobilisé et a fait bloc derrière l'Ukraine, autant la Russie a réussi à mobiliser des États qui ont fait bloc derrière la Russie. Donc il faut bien voir que d'un point de vue politique, la guerre en Ukraine a rétabli un peu la logique des blocs, même si c'est plus la logique de 2 blocs, mais c'est la logique de plusieurs blocs. Mais c'est une logique dans laquelle les Russes en sortent quand même gagnants, puisque si l'on prend les chiffres des populations, l'Occident a réussi à mobiliser 800 millions, 900 millions d'habitants à peu près. Les Russes, en mobilisant l'Afrique, en mobilisant l'Amérique du Sud, en mobilisant l'Inde, a réussi à mobiliser 3 milliards d'êtres humains. Donc finalement, politiquement, les Russes ont quand même réussi à avoir une grande victoire politique sur la guerre en Ukraine, justement de par le rétablissement d'une politique des blocs. Ensuite, ce que disent les Russes, c'est que la guerre en Ukraine n'est pas un échec, au sens où les Ukrainiens n'arrivent pas à reprendre les territoires pris par la Russie. Donc les Russes ont effectivement donc rattaché les quatre régions qu'ils considèrent comme étant des régions appartenant à la Russie. Aujourd'hui, les Ukrainiens n'arrivent pas à reprendre ces territoires et l'Occident n'arrive pas à leur fournir le matériel nécessaire pour qu'il y ait un véritable coup de force sur le front. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens, effectivement, même s'il y a des avancées, des petites avancées, on ne peut pas réellement parler d'une véritable percée, d'une situation qui pourrait être défavorable à la Russie. Aujourd'hui, la Russie reste en position de force en Ukraine. Même s'il y a des difficultés militaires, même si tout ne se passe bien comme il le voudrait, le fait est que les Russes restent quand même aujourd'hui en position de force en Ukraine. Donc, pour les Russes, la guerre en Ukraine n'est pas un échec. Ils ne le perçoivent pas comme ça, loin de là. Ils perçoivent même certaines faiblesses de l'Occident, donc des faiblesses justement de cohésion interne de l'OTAN, des soucis en termes de stock d'armement. Donc l'Occident qui n'arrive pas à fournir suffisamment l'Ukraine pour une offensive réussie, une offensive efficace. Donc les Russes ne perçoivent pas la guerre en Ukraine comme un échec. Bien au-delà. C'est perçu par la Russie comme un échec de l'Occident. Donc aujourd'hui, dans la mesure où l'Occident n'arrive pas à avancer en fait en Ukraine, dans la mesure où l'Occident n'arrive pas à fournir suffisamment en armes l'armée ukrainienne pour parer à une offensive efficace, les Russes se disent qu'il serait peut-être temps justement d'élargir le conflit en fait à l'Europe orientale, dans l'idée donc pour débloquer la situation en Ukraine, créer une situation autre part. Et proposer le marché suivant aux Occidentaux en disant voilà, vous nous laissez tranquille en Ukraine, nous on vous laisse tranquille en Pologne, voire aller plus loin, voir ce qui serait possible de faire. Et c'est pour ça que l'on peut imaginer que le 24 juin de cette année, quand le coup d'État avorté en fait a pris fin, l'accord qui a été passé entre Vladimir Poutine et son entourage et les putschistes, c'était de dire vous pensez que mon action en Ukraine n'est pas suffisante, eh bien d'accord, eh bien faites mieux, délocalisez-vous en Biélorussie, prenez des hommes sans uniforme et puis essayez de tenter un coup de force peut-être en Pologne, peut-être sur le flanc est de l'OTAN, voir ce que vous pouvez arriver à en tirer. Si les choses se passent bien pour vous, vous serez victorieux. Si ça se passe mal pour vous, on vous connaît pas. Et donc, on peut penser que c'est justement cette politique qui est réalisée en ce moment. C'est-à-dire qu'on a donc des forces donc du groupe Wagner, du Spetsnaz en fait en Biélorussie qui se préparent à de la guerre hybride, mais
Ça, justement, c'est le résultat du fait que les Russes n'interprètent pas la guerre en Ukraine comme nous, on peut l'interpréter. Ils ne l'interprètent pas comme un échec. Alors même si on voit des officiers qui protestent contre les mauvaises conditions de l'armée russe, d'un point de vue global, d'un point de vue politique, en fait, le débat n'est pas à se dire que la Russie a échoué en Ukraine, le débat est à se dire que dans la mesure où la Russie n'a pas si mal réussi en Ukraine, elle devrait aller plus loin et étendre justement le conflit à d'autres pays pour arriver à son but final, à savoir faire reculer l'OTAN jusqu'à la ODR, parce que c'est bien ça. Aujourd'hui, l'objectif de la Russie, c'est pas tant de garder l'Ukraine, aussi également, mais c'est surtout de faire en sorte que l'OTAN aujourd'hui recule jusqu'à la ODR et que les pays d'Europe centrale deviennent une espèce de no man's land que les Russes pourraient récupérer comme à l'époque soviétique. C'est bien là l'objectif de la Russie. Alors il faut bien voir aussi que dans la mesure où la Russie pense où Vladimir Poutine pense en termes d'empire, en termes de zone d'influence, l'Ukraine est essentielle puisque l'empire russe était toujours bâti sur trois piliers, à savoir la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Donc on ne peut pas envisager un empire russe sans Ukraine. Donc ça fait que il faut bien garder à l'esprit une chose. Les Russes ne reculeront pas. Ils ne lâcheront pas l'Ukraine parce que pour eux, lâcher l'Ukraine, ça voudrait dire réduire la Russie à un statut au mieux d'empire régional, de puissance régionale. Et les Russes prétendent être une puissance globale. Une puissance globale comme à l'époque de l'URSS, mais justement, sans Ukraine, cette idée de puissance régionale, c'est tout ce que les Russes peuvent espérer. Donc les Russes ne reculeront pas en Ukraine. Et dans la mesure où cette guerre en Ukraine se trouve dans la passe, on peut penser, on peut déplorer le fait qu'une escalade du conflit paraisse inévitable puisque les Russes vont chercher à dépasser le conflit en Ukraine, justement, et à créer une situation autre part pour débloquer la situation en Ukraine. On peut aussi penser que le coup d'État au Niger, dont les Russes savent que le Niger est crucial pour la France, est aussi une façon de vouloir débloquer la situation en Ukraine en disant à la France, voilà, laissez-nous tranquilles en Ukraine, on vous laisse tranquille en Afrique, ou au moins on vous laisse tranquille là, où c'est crucial pour vous d'avoir vos forces en Afrique. Maintenant, il faut voir effectivement que la Russie, même si elle n'a pas encore réussi à rétablir la puissance soviétique, elle en est pas très loin, puisque la Russie a récupéré ce que l'Union soviétique avait comme sphère d'influence en Afrique. Et aujourd'hui, la Russie gagne une influence en Europe, en Amérique du Sud, en Europe aussi quelque part, puisque la Hongrie aujourd'hui, est un peu à cheval entre l'OTAN et la Russie. Le modèle russe, donc un modèle qui se veut être plus conservateur, plus traditionnel, gagne aussi à s'exporter en Occident dans certains milieux politiques. Donc il faut bien voir que la Russie aujourd'hui n'est pas en échec. Elle s'exporte culturellement, elle s'exporte politiquement, elle s'exporte militairement. Donc même s'il a des soucis logistiques en Ukraine, et ça aussi il faudrait voir, faudrait être plus précis. Et on parlait plus précisément, autant la Russie n'est pas en situation d'échec global, loin de là, puisqu'effectivement la guerre en Ukraine, ça lui a permis de recréer finalement la logique des blocs. Cette logique des blocs est profitable aux Russes puisque elle a réussi à fédérer quelque part derrière elle donc les pays africains. Elle a réussi à bâtir des alliances avec l'Iran, avec l'Inde, donc finalement avec tous ces pays qui ont d'une façon ou d'une autre des reproches à faire à l'Occident. Donc en ça, la Russie a réussi un gros coup de force. Et du coup, il faut bien comprendre que la Russie en fait, Vladimir Poutine, lui, c'est pas juste contre une éventuelle expansion militaire de l'OTAN qui lutte. En fait, lui, il lutte surtout contre l'expansion culturelle et politique de l'Occident. Et donc, en ça, la Pologne représente un souci puisqu'elle est vectrice, en fait, elle est vecteur de ce modèle culturel, politique, donc qui se rapproche de la Russie et qui serait peut-être même, quelque part, si s'exportait en Russie, une incitation à démocratiser la Russie pour certains milieux, donc qui critiquent le pouvoir traditionnel russe. Mais il faut bien voir aussi que si Vladimir Poutine veut récupérer la zone d'influence de l'URSS, donc recréer l'empire de l'URSS, il ne veut pas recréer l'URSS. Et en ça, c'est important de le comprendre. En fait, le modèle de Poutine, c'est le modèle de la puissance soviétique avec le modèle traditionnel, le modèle traditionnel tsariste qui s'exporte en Occident. Et c'est un peu comme ça qu'il faut voir
qu'il faut voir un peu ce que cherche à faire Vladimir Poutine. Donc en ça, cette lutte culturelle, cette lutte des modèles culturels, cette lutte des modèles politiques, elle est encore plus importante pour les Russes que la lutte militaire, parce que finalement, c'est ça que recherchent les Russes. Les Russes recherchent à s'exporter, mais pas que militairement, chose qu'ils font en Afrique, mais ils cherchent à s'exporter aussi culturellement et politiquement, en disant regardez, en Occident, vous avez vos soucis, eh bien, vous avez des soucis en Occident, nous, on est le remède. Et le remède, c'est notre pays qui est un pays plus traditionnel, peut-être moins moderne, mais plus traditionnel. Venez pour regarder et peut-être pour investir. Donc la Russie, en fait, elle mène une véritable guerre sur le front du culturel, de l'idéologie, une guerre sur le front des idées, une guerre politique. Donc il faut bien voir que cette guerre, cette confrontation avec l'Occident aujourd'hui, du point de vue russe, elle n'est pas que militaire. Le côté militaire, c'est juste un aspect, mais cette confrontation, elle est surtout sur le plan du modèle culturel, le plan politique. Mais aussi économique, puisque effectivement, les Russes s'exportent, et ils s'exportent très bien, ils s'exportent en Afrique et en Amérique du Sud. Donc en ça, les Russes qui ont bien compris finalement les faiblesses du modèle économique soviétique ne recherchent pas à le reconstruire. Donc il faut bien voir que Vladimir Poutine essaye de construire un modèle quelque part un peu hybride, en fait, un modèle qui s'inspire un peu de l'URSS, ou surtout qui veut avoir ce que l'URSS avait de mieux de son point de vue, donc une grande sphère d'influence. Mais il rejette tout ce qui était, de son point de vue, inefficace. Donc le modèle économique soviétique, tout ça, c'est absolument à prohiber du point de vue de Vladimir Poutine. Il construit un État basé justement sur tout ce qu'a fait la tradition tsariste et tout ce qu'a été la Russie tsariste. Mais c'est aussi un État qui doit s'étendre, qui doit s'exporter. Donc s'exporter culturellement. De ce côté-là, effectivement, on a un peu le modèle soviétique qui cherchait à s'exporter aussi. Mais là, Moscou n'exporte pas du communisme. En fait, il exporte du conservatisme, du traditionnalisme. Donc, finalement, il y a des moyens, des éléments d'inspiration du modèle soviétique, on ne peut pas estimer que le modèle poutinien, que le modèle du Kremlin d'aujourd'hui, contemporain, soit un modèle qui veut rétablir l'URSS, c'est faux. Et la Russie veut rétablir la zone d'influence géopolitique de l'URSS, mais absolument pas le modèle soviétique. Donc il convient de bien prendre cela en compte pour comprendre ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. Voilà ce que vous pouvez entendre dire, ce que vous pouvez en dire maintenant. Je reviendrai vers vous, mesdames et messieurs, si j'ai d'autres éléments à partager concernant la Russie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui suivent mes enregistrements, tant en polonais qu'en français. Je vous invite à poser vos questions, à m'envoyer vos commentaires, à m'envoyer vos critiques. Toute critique constructive est très utile. Dans un avenir très proche, je ferai d'autres vidéos en polonais, en français. Sur des sujets que je considère comme étant clés, je ferai des vidéos en 2 langues, donc 2 vidéos dans 2 langues distinctes sur un même sujet, comme je l'ai fait déjà par le passé. Mais pour l'heure, je vous remercie de me suivre et de l'attention que vous m'apportez. Je vous invite à cliquer sur j'aime si vous trouvez que ce film vaut quelque chose, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt.